Jeu d'archives par Antoine Perrault. Je crois que le pire héritage du colonialisme, c'est le mépris systématique dans lequel on a tenu des vastes ensembles de populations. Martial Sinda, vous êtes né en 1935 au Congo, à l'ouest de Brazzaville, dans la région de Kinkala, à Mbamou-Sinda. Vous êtes parfois présenté comme le premier poète de l'AEF, Afrique équatoriale française, Léopold Sédar Senghor, de 30 ans votre aîné, étant le premier poète de l'AOF, Afrique occidentale française. Vous êtes également universitaire et vous avez analysé notamment le mouvement messianique et prophétique africain en général et congolais en particulier, à partir du kimgangisme et du matsouanisme. Nous y reviendrons peut-être. Avant de mettre un bonnet noir au dictionnaire, pour paraphraser Victor Hugo, tam-tam, tam-tam-toi, sans cesse tam-tam-toi, clochette, clochette-toi, toujours, toujours. Vous avez connu l'enfance d'un chef, Martial Sinda, né à Mbamou-Sinda, fils du chef Sinda. Tout cela sans la particule nobiliaire subsaharienne, si vous me permettez cette comparaison ethnocentriste. Alors qu'était-ce exactement qu'être fils de chef au Congo-Brazzaville à la fin des années 1930 et dans les années 1940, Martial Sinda? Mais être fils de chef, c'est vrai. On appartenait à une famille qui commandait, mais aussi qui faisait la justice auprès des uns et des autres. Et ensuite, c'est sous l'administration coloniale, mon père a été opposant à la politique injuste de la colonisation, alors qu'il aimait que la France s'installât dans ce pays, apporta son vrai visage, mais mon père n'aimait pas ces injustices. Et puis, comme vous l'avez dit un peu, pourquoi, quand vous parlez des chefs, ces chefs de la région du Poul, Kinkala, se sont révoltés en 1930, 1926, parce qu'ils avaient à Paris ici un monsieur qui s'appelait Machoua, qui a été militaire au Maroc pour aller guerroyer contre Abdelkrim. Et à son retour, il a créé une association amicale à Paris pour pouvoir aider ceux qui étaient ici en France, c'est des Noirs, c'est pas seulement des Congolais, mais de l'Afrique équatoriale française, et puis aussi les gens qui étaient restés au pays. Mais finalement, cette association qui a eu du succès au départ a mal tourné. Comment? Eh bien parce que c'est presque l'émancipation. Vous savez, Paris, c'est la ville des libertés, de rencontres, et où les idées s'échangent. Et ce monsieur avait voulu voir que les Européens, plutôt disons les Français, c'est important, qui étaient au Congo, n'avaient pas le même comportement que ceux qu'il avait rencontrés en France, ici. Et alors, à partir de là, ça a pris une tournure. Le monsieur a envoyé des délégués là-bas, et au Congo-Brazzaville, les gens ont dit, ben ça y est, on va être comme les Blancs. C'est pas pour les chasser, mais qu'on reconnaisse leur personnalité, qu'ils sachent, et aussi que les Noirs, ce sont des hommes, ils peuvent agir comme les autres hommes. Et alors, à partir de là, il y a eu des troubles. Puis finalement, beaucoup de chefs ont été du côté de ces messieurs qui s'appelaient André Machoua, ancien catéchiste, et qui avait été douanier, et finalement qui travaillait à l'hôpital Laennec, ici à Paris, qui avait rencontré évidemment
beaucoup de monde ici à Paris. Et il connaissait les hommes des lois et les gens qui l'avaient aidé. Et cette association n'était pas montée contre la France. Elle était faite pour pouvoir regrouper les Africains de l'Afrique équatoriale française et à partir de là, les regrouper, c'est vrai, et puis essayer aussi de les aider, parce qu'au fond, les Noirs de l'époque qui sont venus ici étaient des domestiques, et puis quand ils n'étaient pas domestiques, ils étaient partis à l'usine Renault, mais la France, aussi reconnaissante, avait créé des cours le soir pour ces hommes-là, pour pouvoir les aider à devenir des hommes comme il faut dans la vie. Alors vous voyez donc être chef dans ce pays du Congo, Brazzaville, c'est assumer une lourde responsabilité. Et puis ce Congo-Brazzaville appartenait à l'ancien royaume du Congo, ce qu'on appelle le Bas-Congo, et il faut regarder du côté du Congo ex-belge, c'est-à-dire ce qu'on appelait le Zaïre, mais c'est le Congo. Il faut regarder aussi dans le nord de l'Angola. Et donc, tout ce territoire appartenait en 1482, du temps des Portugais, au royaume du Congo. Alors vous voyez donc, il était resté dans l'esprit de ces hommes-là une sorte de responsabilité qu'ils devaient assumer. Par contre, les amis qui venaient pour les aider, pour ouvrir des écoles, pour que leurs enfants deviennent comme eux, mais ce qu'ils ne voulaient pas, ce sont les injustices. Et les injustices, évidemment, c'était peut-être pas l'administration coloniale, mais vous savez, quand on arrive dans un pays, autant d'hommes, autant d'avis, il y avait des planteurs, et il y avait des Français qui étaient là-bas, qui étaient à leur compte, mais quelquefois qui se conduisaient très mal. Alors vous voyez, quand on parle évidemment des chefferies, c'est assumer une lourde responsabilité, c'est vrai, c'est ça, mais ce n'était pas assumer cette responsabilité contre la France. Ce qu'on voulait de la France, c'est qu'elle aide ces hommes-là. Et pas eux-mêmes, ils étaient déjà vieux, mais ouvrir des écoles. Et là, je crois que les chefs de l'époque, les responsables de l'époque africains, congolais ou haïtiens étaient très contents. Mais comme il y a eu des injustices, c'est comme ça que cette association qu'on appelait Association amicale des originaires de l'Afrique équatoriale française a entraîné beaucoup d'histoires à Brazzaville. Il y a eu un jugement en 1930, il y a eu beaucoup de désordres en 1940, et voilà à peu près ce que je peux retenir dans mon esprit, être le fils des chefs. Martial Sinda, nous allons, dans cette émission, tourner précisément autour de cette question, se révolter contre l'injustice tout en refusant que la France puisse précisément incarner cette injustice. C'est un peu la contradiction que vous avez vécue, qu'a dû vivre votre père, qui était un chef, je prononce matswa, mais vous prononcez matchouaniste, et ce père vous envoie dans une école où, normalement, n'allaient que les Blancs. Et de cette scolarité, vous allez nous parler, mais peut-être en écoutant d'abord un de vos confrères, un de vos frères poètes, qui est décédé aujourd'hui, qui est décédé en 1988, qui s'appelait Chikaya Utamsi. Et je crois que son véritable patronyme, c'était Gérald Félix Chikaya. Et il était 3 ans votre aîné, il était né en 1932. Et voici comment, en 1977, pour une émission de RFI, Radio France Internationale, il racontait à Roger Chemin ce qu'avait été son itinéraire. Mon enfance, c'est sans doute un divorce avec l'enfance, parce qu'après tout, l'enfance, c'est fait d'un certain nombre d'attentions subtiles, de gestes que je n'ai pas eu, bien sûr, parce qu'on ne me l'a pas raconté. Alors, à la limite, je pourrais dire que je n'ai pas eu d'enfance, si ce n'est que des souvenirs, mais qui ne sont pas fiables, et je ne pense pas qu'il soit d'un grand intérêt de les rappeler ici.
Que dire d'autre si ce n'est que un jour je suis parti presque délivrer, un peu vivant a posteriori un rêve qui avait été déclenché par un propos de mon père qui un jour m'a dit je t'emmènerai à... Il faut que je le dise dans la langue du pays pour montrer toute l'ambiguïté du terme. Il me parlait de Mputu. Mputu, Mpita. Mpita, c'est le village où vivait ma mère, et Mputu, c'était l'Europe. Et moi, j'ai compris Mpita, et je croyais que je devais retourner à ma mère. En fin de compte, je devais aller en France. Et c'est 10 ans plus tard que j'ai pris le chemin de France, sentant presque une délivrance, parce que ce soleil dont j'ai parlé, ces crises de paludisme incessants, et puis mon père pris par la guerre dans les forces de France libre, je vais pendant quelques années pérégriner, aller de parent en parent, c'est-à-dire de non-lieu à non-lieu, et me sentant presque cerné par quelque chose contre quoi je ne pouvais pas me défendre. Alors, et la prophétie du père, moi, la promesse du père se réalise en 1946. Et en 1946, donc, à l'entrée de l'adolescence, je prends le chemin de France. Vous voyez, donc mon enfance tient à très peu de choses, par une absence d'enfance, effectivement. Et je suis parti, donc, amené par mon père en France. Mon père était parlementaire, était élu député à la Constituante et puis aux différentes législatives. J'arrive en France en 1946 et je ne comprends plus. Alors que, avant ce départ, donc pendant le séjour en Afrique, j'étais un sous-homme. Car même si en 1943 je rentre à l'école européenne, et je pourrais dire que je suis le premier nègre à rentrer à l'école européenne en Afrique équatoriale, mes petits camarades ne m'acceptent pas comme tel. Je suis un sous-homme, je suis un nègre. Et quand j'arrive en France, ma première réaction, c'est de ne pas trouver de nègres ici, mais des sous-hommes à peau blanche. Alors c'est un choc, même pour un adolescent, que je vite surmonter, parce qu'après tout, j'ai été vite étourdi par tout un tas de choses, la Tour Eiffel, le musée Grévin, le Louvre, Versailles, tout un enchantement, plein d'énigmes, bien sûr, parce que je ne comprenais pas exactement quel sens avait tout cela. Mais ce qui restait quand même assez présent, c'est cette préoccupation de savoir où j'étais, dans le milieu où je me trouvais, bien sûr, mais où j'étais par rapport à moi-même. Est-ce que j'étais encore dans ce soleil tournoyant de mon enfance, rêvé ou pas rêvé, vécu ou ne pas vécu, et tout s'arrête lorsque, nous trouvons dans une colonie de vacances, je fais ma dernière crise de paludisme. Là, j'étais sevré une fois de plus contre une chose maléfique. Je faisais un rejet d'une chose qui ne me poursuivra plus. Un soleil incommodant, je ne le verrai plus, je ne le subirai plus. Alors j'étais dans une sorte de nirvana, mais c'était une erreur, parce que commençait une autre saison en enfer, en quelque sorte. Martial Sinda, j'imagine que ça remue beaucoup de choses en vous que d'entendre celui qui est mort il y a tout juste 20 ans, Chikaya Utamsi, qui avait été votre aîné de très peu d'années et qui a vécu des choses qui font écho à ce que vous avez pu vivre vous-même. Il est arrivé en France en 1946, vous êtes arrivé, vous, en 1948. Il a été le premier nègre, comme il dit, dans cette école pour blancs. Vous avez peut-être été le second. Et tout ce qu'il dit, même par rapport à sa parentèle, qui avait des responsabilités politiques, vous-même, vous aviez également des parents qui étaient sénateurs, etc. Vous retrouvez l'esprit de ces années-là en l'écoutant 20 ans après ou 30 ans après cet enregistrement? Mais oui, c'est ce qu'il vient de dire. Mon pauvre Gérard, à qui je rends un hommage tout particulier ici, était un ami d'enfance qui avait eu beaucoup de privilèges en Afrique, puis son père est député du Moyen-Congo. Moi aussi,
j'ai eu des gens qui ont été sénateurs, qui étaient aussi président de la République. Et Gérard, c'était un ami d'enfance. Et il avait quelques ennuis avec son père que je connaissais bien, puisqu'ils habitaient à l'avenue Rapp. Et nous étions avec le sénateur Malonga, 17 avenue Félix Faure. Eh bien, et donc je l'ai côtoyé, mais son père, après l'avoir mis successivement au lycée Potier d'Orléans, ensuite au lycée Janson de Sailly, et son père voulait que son fils marchât comme il le souhaitait, parce qu'il voulait qu'il fit des études de droit, mais tout ne s'arrête pas toujours dans les études. Mais je sais que Gérard a beaucoup lu, il avait une forte culture latine, et à un moment donné, s'il ne s'entendait pas avec son père, ils se sont brouillés parce que son père voulait qu'il fasse ses grandes études. Et lui, il était à la fois peintre, et il était poète, il faisait énormément beaucoup de choses, il n'en faisait qu'à sa tête. Vous savez, nos parents, les parents de cette époque-là n'aimaient pas ce genre de choses. On parlait de son père, il fallait qu'on parlât aussi de son fils. Bon, alors là, je reviendrai un peu sur ce qu'il a dit. Je parle de tout cela, mais avec beaucoup d'émotion. Il a traîné ici pendant un moment, et puis il est même parti à Kinshasa au moment de l'indépendance. Je ne sais pas combien de temps il a mis là-bas. Et puis il est revenu, c'est au moment des indépendances. Donc l'abbé Philbert Youlou étant président de la République, je suis intervenu auprès de lui, que Gérard, c'est le fils du premier parlementaire et tout, qu'est-ce qu'il fait et tout, voilà, il est là. Et finalement, parce qu'il avait fait des petits boulots qu'on appelle des petits boulots, et c'est ainsi qu'on l'avait mis dans la délégation du gouvernement du Congo à l'UNESCO. À partir de l'UNESCO, quand on a cherché des fonctionnaires qui devaient être, parce qu'il y a un quota pour les territoires, eh bien, il était tout à fait normal que Outamsi fut recruté comme fonctionnaire international. Je reviens encore sur un ami, lui aussi, lui aussi il est mort, et comme nous étions ensemble, il ne suffit pas de réussir tout seul, on ne peut pas faire quelque chose tout seul. Il faut avoir des amis, il faut être reconnaissant dans la vie. Et puis quand vous avez des responsabilités, il faut savoir servir. Alors ces garçons, ils s'appelaient Poiti Charles, c'est toujours du côté de M. Chikaya, et son oncle était métis, M. Oliveira. Eh bien, lui aussi, il a traîné un tout petit peu. Je suis intervenu auprès d'abbé Philbert Youlou, parce que nous avions le pouvoir à l'époque, que le fils de ce monsieur, ce monsieur, eh bien, on l'a mis à l'école, pas coloniale, ça s'appelait plus coloniale, des rues de l'Observatoire. Lui aussi, il a dû poursuivre des études qu'il ne devait pas suivre, et il représentait bien. Et puis, même les gouvernements sont tombés, il a été ambassadeur. Et finalement, il est mort en Côte d'Ivoire, il a été ambassadeur en Belgique. C'est vous dire que quand on a dans l'esprit de commandement, il faut savoir aider. Et tout seul, on ne peut pas être chef. Pour qu'il y ait fleuve, il faut que les eaux viennent de toutes les rivières. Et c'est ce que mes parents ont dû faire un peu au Congo. Voilà, on porte un nom, même si on n'a rien, mais on peut faire peut-être de la poésie, on peut écrire, il y a des choses qui resteront, mais le nom aussi chemine dans ces pays. Alors, je vais revenir un peu à ce que disait Gérard, bien sûr, parce qu'à l'école des Blancs, c'était pas n'importe qui. Parce que mon père, je vous en avais pas parlé, il était jeune,
il avait été embarqué par Monseigneur Augoire, qui transportait alors les militaires en 1914-18, il devait avoir je ne sais pas combien, 16 ans, 17 ans, pour aller chasser les Allemands. Et c'est ainsi que mon père, bon, c'est vrai, ils ne sont pas venus en France, mais ils avaient pu mettre les Allemands en fuite, ils les avaient perdus. C'est pour vous dire que beaucoup de responsabilités, mon père les avait assumées, et tout jeune, il avait vu Monseigneur Augoire, il était tout jeune un peu. Et puis, finalement, quand les soldats étaient là, bon, les choses ont changé, nous sommes nés, eh bien, la première des choses, c'est vrai, en se mesurant aux Blancs, ils ont été en prison, mais ce n'étaient pas des gens qui étaient méchants. Quelquefois même, l'administration coloniale le savait, ce qu'ils disaient, et que ces gens-là, au fond, ce qu'ils demandent, c'est un peu de liberté, c'est tout à fait normal. Alors, donc, je reviens à l'école des Blancs, parce que l'école des Blancs, ce n'était pas pour tout le monde, c'était pour les Blancs. Donc, il y avait quelques Noirs privilégiés, des Noirs qui rendaient service à l'administration coloniale, des Noirs, quelquefois, qui avaient des histoires avec l'administration coloniale, mais puisqu'il fallait des cadres, ces hommes-là devaient être remplacés par peut-être leurs enfants. C'est comme ça, quelquefois, qu'ils nous ont acceptés, parce que quand vous êtes dans une école des Blancs, et les autres Noirs venaient vous regarder à midi, quand vous sortiez, et vous savez, c'est difficile. C'est difficile, bon, ben voilà. J'ai gardé quand même un très bon souvenir, mais j'étais content d'entendre la voix de Gérard. C'était un poète vigoureux. Il a laissé une œuvre abondante et puissante, même si, quelquefois, sa poésie est hermétique, difficile à comprendre. Mais pour les gens qui sont à Paris, cette poésie n'est pas difficile, puisqu'il a fait les mêmes choses que les Français. Mais pour les Congolais restés chez nous, c'est vraiment difficile. Il se trouve, Martial Sinda, qu'en 1955, édité par Pierre Segers, vous publiez une sorte de manifeste poétique qui s'appelle « Premier chant du départ » et que ça vous fait très mal voir des autorités françaises. Vous devez presque être expulsé. Vous devez de ne pas l'être à Saint-Gor et un administrateur qui est mort à 103 ans, voilà quelques années, à Chelles, qui s'appelait Chauvet, je crois, et qui vous convoque et se dit non, cet homme n'est pas si méchant que pourrait le laisser paraître ses écrits. Vous gagnez ensuite un prix, le premier prix justement du poète de l'AEF, et vous l'emportez sur Chikaya ou Tamsi, qu'on vient d'entendre, qui était jugé trop hermétique, vous y avez fait allusion. Et c'est une époque extraordinaire, 55, donc vous publiez, et dès 56, il y a la loi cadre de fer. Et je voudrais qu'on puisse comprendre à la fois la nouveauté et puis l'archaïsme de cette époque en écoutant un petit moment où un journaliste qui s'appelle Pierre Ponty décrit le bref passage en Afrique de Gaston Defferre en 1957. Nous sommes le 27 février 1957. Les populations africaines, toujours à l'affût de symboles et d'interprétations, voient dans le fait que Paris leur délègue 2 de ses ministres la confirmation de la portée que revêtiront les changements entraînés par le vote de la loi cadre et les élections du 31 mars. Le ministre de la France d'Outre-mer attache, tout comme nous qui vivons ici, une très grande importance à ce nouveau pas en avant qui sera accompli d'ici un mois. Cela ressort bien de la courte déclaration que M. Defferre a faite devant le micro de Radio Brazzaville dès son arrivée dans la capitale de l'Afrique équatoriale française. Dire combien je suis heureux d'arriver en Afrique équatoriale française. J'ai peu voyagé, puisque je suis allé en tout et pour tout 24 heures à Dakar, 24 heures en Mauritanie et 36 heures au Togo. C'est-à-dire, je pense que le véritable travail doit surtout se faire à Paris. Et je n'ai voulu venir dans les territoires d'outre-mer quand il a été possible d'apporter des résultats concrets. Donc, Martial Sinda, un document très court, de mauvaise qualité, venant de Radio Brazzaville, où l'on retient que Gaston Defferre a fait quelques sauts de puce et prononce cette phrase extraordinaire à propos du véritable travail qui se fait surtout à Paris.
Donc là, nous sommes au cœur des contradictions. La loi cadre élaborée pour donner à l'Afrique quelques... Je ne sais pas, on ne peut pas encore parler d'indépendance, mais d'une sorte de proto-indépendance. Mais tout ça se concocte dans la capitale de la métropole. Oui, c'est vrai. Ces années 55, 56 sont très importantes. Nous parlerons de M. Gaston Defferre parce que ce sont des choses qui nous intéressent. Mais pensez à Bandung. La conférence de La Bandung conférence de Bandung, où s'étaient réunis en les 1955. Nasser, en 1955, du 18 au 24 avril, où il y avait les Nehru. Et évidemment, c'est quand même très important. Et n'oubliez pas aussi que Nasser, nous sommes en 1956, il y a la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie qui pose énormément de problèmes. Et n'oublions pas aussi que la France a sur son dos la guerre d'Indochine. Bon, oui, c'est vrai, c'est terminé depuis 1954 grâce au président du Conseil de l'époque, Mendès France. Mais il y a beaucoup de choses. Mais je vais parler un peu de moi-même aussi. En 1956, je vais recevoir le prix littéraire, comme vous l'avez rappelé. Mais je reviens de Rome, où j'ai été reçu par Pie XII. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bruit, comme on le dit à l'époque, pour un peu turbulent, dynamique, mais pas turbulent, pas dans le mauvais sens. Et c'est quand on va me remettre le prix de l'Afrique équatoriale française, je suis un peu ému. Je ne comprends pas où je suis. J'ai été à Rome. Et les journaux comme la Semaine de l'AIF ont fait un journal en grand portant comme titre mon nom, Martial Sinda, reçu par le pape. Eh bien, ça a posé des problèmes. Alors, vous voyez, tout cela, c'est que l'Afrique est en mouvement. L'Afrique marche. L'Afrique regarde aussi du côté du Ghana. Il y a le monsieur Nkrumah qui va dans sa Gold Coast qui deviendra le Ghana, qui lorgne un peu du côté de M. Houphouët-Boigny en disant vous allez vous faire piétiner encore par les Français, vous verrez, d'ici quelques jours, moi, je serai indépendant. Eh bien alors, nous, si on tremble, on dit il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Et la France est un pays indécis. Son indécision date depuis la conférence de Brazzaville. Oui, c'est vrai. En 1944. En 1944, oui, c'est vrai, vous avez raison, parce que les historiens, il faut la date, il faut... 1944, c'est vrai. Ils se réunissent à Brazzaville pour dire quoi? Ce sont les gouverneurs, ce sont les hauts fonctionnaires. Eh bien, pour reprendre un peu les colonies qui étaient sur le point d'être perdues. Pourquoi? Eh bien, parce que les États-Unis, là, on y regarde en disant il faut de l'indépendance à tout le monde pour que les gens soient indépendants, qu'on puisse commercer avec tout le monde. Et vous avez aussi l'URSS qui veut aussi que les colonies deviennent indépendantes. Et puis aussi, vous avez la charte qui a été créée en 1941 et qui souhaitait qu'il n'existe plus de colonies, il faudrait que tout le monde soit indépendant. Alors tout cela a posé des problèmes à la France, à des gens comme M. Gaston Defferre, que je connaissais personnellement, parce que je garde des souvenirs, et il y a même des photos, oui, et que je connaissais. Et tout cela a posé des problèmes. Donc nous sommes en 1956, et puis j'ai oublié encore quelque chose, c'est important. N'oubliez pas que l'Église catholique, les étudiants catholiques vont bouger à Paris avec le père Joseph Michel, qui était notre aumônier, qui avait fait une conférence aux étudiants africains, mais il y avait des Français, puisque nous sommes en France. Eh bien, le devoir chrétien de décolonisation. Alors, à la France d'outre-mer, c'est-à-dire au ministère,
les gens étaient malheureux en disant comment un prêtre français puisse raconter de telles bêtises aux futurs cadres de demain. Et ça fait des histoires. Ce texte a été publié par Tam Tam, un peu dans les journaux chrétiens. Et puis même M. François Charles Roux avait écrit dans l'Express, en intimant au gouvernement de punir ces prêtres-là qui est l'aumônier des étudiants africains qui racontent des bêtises. Alors, ça avait fait ça en 1954. Vous voyez, c'est une période qui bouge et ça pose des problèmes. Donc, il était tout à fait normal que M. Gaston Defferre pensât à la loi cadre. Et alors, précisément, Martial Sinda, nous sommes, vous en avez parlé, Bandung, 55, où il y a à la fois Chou En-lai, Nehru, etc. Le mouvement des non-alignés qui commence. Et puis en même temps, cette indécision dont vous parlez par rapport au Ghana de Nkrumah qui obtiendra son indépendance de la Grande-Bretagne dès 57. Alors nous allons l'écouter à travers cette indécision. Peut-être que je m'avance un peu, vous nous le direz, à travers les propos d'Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, qui était né vers 1905, était ministre de la République, et voici comment, lors d'un congrès du RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui avait été proche du Parti communiste, mais qui ensuite ne l'était plus, voilà comment, lors d'un congrès, en janvier 1957, Félix Houphouët-Boigny, à Dakar, évoque une sorte de fédéralisme. La loi cadre non seulement assure une promotion nouvelle au territoire d'outre-mer qui désormais assument la gestion autonome de leurs affaires, mais encore rend possible la révision du titre 8 de la Constitution, ce qui va permettre de fixer prochainement les vrais rapports devant exister entre la métropole et les territoires d'outre-mer. Union librement consentie des populations d'Afrique et du peuple de France. Le RDA a lancé, il y a plus d'1 an, l'idée de la communauté franco-africaine à base d'égalité et de fraternité afin d'arriver à cette union. Ce sera un de ces objectifs d'avenir et sur lequel vous aurez à vous prononcer en toute clarté, sans aucune ambiguïté du faux fuyant, au cours de ce congrès. Au point de vue politique, nous pensons que notre but essentiel pour un devenir réel des progrès pour l'Afrique est le renforcement de la communauté franco-africaine. Sous quelle forme peut se présenter ce renforcement? Ce qui nous paraît le mieux répondre aux intérêts bien compris de l'Afrique et de la métropole, c'est le fédéralisme. Et le RDA préconise et entend prendre l'initiative de faire procéder sans retard à la révision du titre 8 de la Constitution. Une nouvelle définition des rapports entre la métropole et les territoires d'outre-mer s'impose. C'est la mission maintenant de tous les responsables de notre mouvement et singulièrement de nos représentants au Parlement de faire aboutir rapidement la révision du titre 8. Nous croyons sincèrement et nous le disons avec loyauté à nos frères métropolitains, le fédéralisme est la voie la plus juste d'un épanouissement harmonieux de l'avenir des rapports franco-africains. Mais au-delà, le bon agencement des rapports entre l'Afrique noire et la France dans un système fédéral, égalitaire et fraternel devrait offrir l'espérance aux peuples aujourd'hui tragiquement troublés et qui cherchent dans d'autres voies une solution à leurs angoisses et à leurs aspirations essentielles. La métropole et les territoires d'outre-mer doivent se présenter sous la forme d'un grand État fédéral, comportant un Parlement fédéral, un gouvernement fédéral et des gouvernements autonomes, y compris la métropole elle-même. Mais il faut le dire, les peuples d'Afrique noire n'accepteront pas un fédéralisme qui ne tiendrait pas compte de leur maturité croissante. Nous savons que des étapes seront nécessaires pour arriver à l'égalité de tous les territoires au sein de ce grand État fédéral. Mais au cours de ces étapes, la solidarité politique et économique aura créé de tels liens affectifs
entre les différents éléments que ce qui peut paraître un peu énorme aujourd'hui, impensable même, c'est-à-dire un État fédéral égalitaire, deviendra une chose absolument naturelle demain. Au fond de ce grand État fédéral, à cheval sur des continents, tout esprit de racisme sera exclu. Nous pouvons avec confiance tenter cette expérience audacieuse, unique au monde avec la France, mais nous devons de répéter sans cesse, avec force, à nos frères métropolitains, que le fédéralisme que nous voulons réaliser avec eux sera à base égalitaire ou ne sera pas. Martial Sinda, donc Félix Houphouët-Boigny, qu'on entendait là au congrès du Rassemblement démocratique africain de Dakar le 18 janvier 1957, était à l'époque ministre d'État attaché à la présidence du Conseil. On vient de l'entendre, lui qui finira en reclus d'Yamoussoukro, se faire le chantre d'un grand État fédéral et pointer ceux qui voudraient d'autres voix à leurs angoisses. C'est une façon sans doute de parler de son ennemi et voisin Sékou Touré en Guinée, qui dira non un an et demi plus tard à la communauté proposée par De Gaulle. Mais c'est quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui, un tel discours, non, Martial Sinda? Oui, c'est vrai. Mais est-ce que la France était prête à accepter un régime fédéral? Vous voyez, la France, c'est pas n'importe quel pays. Je ne vais pas parler de Louis XIV, mais c'est donc des siècles. Et puis il y avait l'État de M. Houphouët-Boigny, et puis l'État de M. Senghor. Et je crois que là, on a faussé le problème. Donc, c'est là où il faut parler, c'est vrai, de cette loi cadre. Parce que la France a beaucoup de problèmes, mais dans la précipitation, elle propose n'importe quoi sans pouvoir en discuter avec les intéressés. Alors, là, de ce côté-là, lui, M. Houphouët-Boigny, était tout à fait d'accord pour que l'Afrique fût balkanisée. C'est-à-dire que on avait la fédération qui avait son siège à Dakar, de l'Afrique occidentale française, la fédération de l'AIF qui avait son siège à Brazzaville. Donc il y a eu la compétition de deux gouverneurs, M. Cornu-Gentil, qui avait été autrefois gouverneur de l'Afrique équatoriale française et qui a fini par être gouverneur de l'Afrique occidentale française. Mais M. Paul Chauvet, c'est un homme, c'est pas parce que je l'aimais, mais ce n'était pas n'importe qui non plus, parce qu'à l'école coloniale, les gens qui étaient placés premiers étaient envoyés en Indochine. Il avait été en Indochine, et puis petit à petit, il est revenu un peu à Dakar, et puis finalement, en 1951, il est gouverneur de l'AIF. Eh bien, lui, ce qu'il voulait, au lieu de balkaniser, c'est de garder une structure fédérale, un État fédéral, c'est-à-dire un État fort à Brazzaville, un État fort à Dakar, qui aurait pu petit à petit peut-être avoir d'autres rapports avec la France elle-même. Parce que la France elle-même n'a jamais su discuter avec ces sujets. Il faut le dire, il ne faut pas avoir honte. Et on nous a mis à l'école, on a fait comme eux, mais nous étions quand même des sujets. Mais des sujets qui avaient fait des grandes études, des sujets qui pensaient comme un blanc, à l'exception de la peau. Il fallait discuter avec ces élites-là. La France ne l'a jamais fait. Donc, M. Cornu-Gentil, lui, il était pour la balkanisation. Donc, si M. Senghor, qui est à Dakar, ne marche pas, M. Sékou Touré marchera, et puis voilà. Donc, c'est la balkanisation. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a presque tout perdu
c'est vrai, il fallait craindre aussi les Américains, il faut le dire, même si ce n'était pas l'ennemi visé. L'Amérique était dans le camp occidental, il était tout à fait normal que la France s'entendit avec l'Amérique, mais peut-être pas avec l'URSS, parce que c'est le Parti communiste. Mais il fallait quand même parler avec ces gens, les surveiller pour que ces hommes-là ne viennent pas mettre du désordre dans les colonies. Les colonies, il faut le dire, il fallait garder la structure fédérale, ce que voulait Senghor. Et ce discours, je ne sais pas, on ne le trouve pas de Senghor. J'étais à l'Assemblée nationale, j'ai toujours la carte. J'étais très jeune, où il avait parlé des joujoux et des sucettes. Mais je crois qu'en cherchant, Senghor a prononcé ses discours à l'Assemblée nationale. Parce qu'au fond, ce qu'il voulait, lui, c'est que la structure fédérale continuât au lieu de scinder. Donc, M. Paul Chauvet, lui, il était pour la structure fédérale qui devait rester à Brazzaville et à Dakar. Finalement, ça n'a pas marché. Pourquoi? Eh bien, M. Houphouët ne voulait pas de ce genre de choses. Il était appuyé par le gouvernement français. D'abord, il était ministre de la République, donc c'est à lui qu'on faisait confiance. Et puis, en Afrique équatoriale française, ils avaient un complice qui s'appelait M. Léomba. Lui non plus ne voulait pas de la fédération. Pourquoi? Eh bien parce que, paraît-il, disait-il à l'époque, qu'ils étaient les plus riches de tous les territoires, qui ne pouvaient pas continuer à supporter les frais des fédérations, que ce soit celle de l'AIF, que ce soit celle de l'AOF. Donc, c'est comme ça qu'on a tout perdu. Mais la France, en voulant trop gagner, n'a pas assez réfléchi. Nous sommes en 1956. La France est en train de jouer pour créer ce qu'on appelle la communauté économique européenne. Ici, on cherche à unir. La France cherche à tout casser en Afrique. Et bon, c'est pas tout à fait normal. C'est ainsi aussi que les étudiants de la fédération, c'est-à-dire la FEANF, des étudiants africains, noirs, qui étaient en France, ont pu livrer une véritable guerre contre Houphouët-Boigny en critiquant, en faisant des motions. Et bien, ces jeunes gens, ce sont les Wade. Ces jeunes gens, ce sont les Makhtar Mbow. Bon, ce sont mes aînés, bien sûr, parce que là aussi, j'avais oublié un petit quelque chose sur Gérard, c'est qu'il n'a jamais assisté un peu à un colloque des Africains. Il était un peu à l'écart, alors que nous, on nous voit dans les photos en 1956 au Congrès. Ben, bien sûr qu'on ne pouvait pas prendre la parole, c'est très difficile à l'époque. Il y avait les Price Mars, il y avait les Rabé Menandja, il y avait les Senghor. On était spectateurs, mais on était là parce qu'on avait un petit passeport, un petit livre qu'on avait publié. Chez qui? Chez Segers. C'est important, mais voir comment on parle, comment on peut envoyer un message. Alors, c'est ce que je reprocherais. Mais je reviens tout de suite. Ce que je reprocherais un tout petit peu à mon grand frère, qui a été à l'écart un peu tout le temps des Africains, mais après tout, Senghor lui a donné quand même une préface à Épitomée. Je parle de mon frère Outamsi, un peu, je mélange les choses, mais je crois qu'il y a quand même une clarté parce que je voulais, pas de confession, mais lui faire quelques observations là où il est, mais je lui ai rendu hommage. Et puis, c'est important, parce que c'est le fils d'un grand monsieur. Et puis, les fils des messieurs qui ont fait ce pays ont leur nom. Et ils ont fait les choses en écrivant, ça reste. Et là, il faut veiller sur cet héritage et compagnie. Donc, je reviens un peu à ce que je disais. Et la loi cadre n'a pas rendu des grands services à la France. Et puis, nous sommes en
1958, presque après. Et le 7 mars 1957, c'est Nkrumah qui est indépendant avec le Ghana. Et puis, c'est le général à Colombelle des Églises qui attendait toujours son retour. Je suis noir, mais je suis quand même un petit Français ici parce que je savais beaucoup de choses. Alors que M. Chaban Delmas travaillait pour le retour du général de Gaulle. M. Michel Debré aussi, si bien qu'il levait tout le temps les bras, d'après les gens. Ah, mais alors c'est pour quand tout ça? C'est pas possible et tout. Le général, ce qu'on appelle le complot, mais maintenant on ne peut pas dire que c'est un complot. Les affaires ne marchaient pas sous la 4e République. Il fallait un homme comme le général de Gaulle pour venir y mettre un peu d'ordre. Et il y est venu par la voie de l'Algérie. Ça a bougé, il est arrivé, mais il a continué avec la loi cadre en l'intitulant la communauté franco-africaine. Alors, vous voyez, ils avaient discuté de cela. Il y avait M. Lamine Gueye, il y avait M. Tirane, il y avait M. Senghor, mais finalement, sous De Gaulle, c'est toujours avant de faire voter la fédération, la constitution du 28 septembre 1958, eh bien, c'est toujours le fait qui gagnait. Parce qu'il y a la division de ces territoires et la France pensait que, si ça ne marche pas avec un territoire, les autres marcheront. Et là, moi, je pense, évidemment, maintenant les choses changent. Je pense qu'ils ont eu tort. Il n'y a pas eu de grands hommes. Bien sûr, la France a toujours eu de grands hommes, comme Mendès France, comme De Gaulle lui-même. Mais quand vous êtes débordé, il y a l'Algérie, il y a les bombes un peu partout. Finalement, on perd son latin. Et donc, moi, j'ai toujours regretté, évidemment, je juge peut-être un historien, avoir trop vécu ici aussi, je juge comme je suis à la fois juge et parti. Au Congo, on dit on aime l'huile, on aime le sel. Autant qu'on aime l'huile, autant qu'on aime le sel. Donc, les deux choses, la France, l'Afrique, j'avais voulu qu'ils aient d'autres rapports que ces rapports de ceci, le Tchad a fait ceci, alors qu'on aurait eu affaire à un seul gouvernement, à Brazzaville, un seul gouvernement. Il y allait y avoir des histoires, un seul gouvernement à Dakar, il y aurait moins de complications. Donc cette Afrique morcelée a laissé la place à cette histoire qu'on appelle la France-Afrique. Mais vous avez dit que vous étiez historien, Martial Sinda. Vous êtes aussi par définition littéraire, poète. Et je voudrais terminer cette émission en écoutant cette espèce de grand délire occidental qu'il y eut toujours par rapport à une Afrique fantasmée. Là, nous ne sommes plus dans la politique, nous sommes dans la littérature. Et je voudrais que nous puissions écouter un instant comment Blaise Cendrars, en novembre 1950, interrogé par Michel Manol, parlait de l'exotisme en général et de l'Afrique en particulier à propos de films qu'il aurait tournés et qu'il n'a sans doute jamais tournés. Est-ce que vous n'avez pas eu l'intention, ou plutôt est-ce que vous n'avez pas tourné un film sur la vie des bêtes sauvages, sur les fauves, sur les grands fauves? Non, moi j'ai tourné des films sur les fauves en forêt vierge, en Afrique, l'éléphant et au Brésil, le boa, et les oiseaux, les aigrettes notamment. Des documentaires que je vendais à des firmes qui les exploitaient. Oui. Et avec le fric que je touchais, je repartais tourner un autre film ailleurs, etc. Qu'est-ce que vous avez tourné à Rome comme film? À Rome, j'ai tourné des quantités de films dont je n'ai pas donné les titres, puis je ne les ai pas signés. Il y en a qu'un dont j'ai parlé, qui était La Vénus Noire, et dont le scénario, ça m'est revenu l'autre jour à l'idée, parce que avec toutes les questions que vous me posez, vous agitez des eaux dormantes au fond de moi, et alors il m'est revenu que le scénario de La Vénus Noire a paru dans une revue belge, mais je ne sais plus laquelle. Une revue d'avant-garde. Oui. Mais on dit... Qu'il a publié en feuilleton. J'ai donné un scénario assez complet où je me suis même permis
de donner des indications d'ordre absolument technique sur l'emploi des différents objectifs notamment. Seulement, je les ai tous faussés pour que les autres ne s'en servent pas. Et sur la chasse aux éléphants, vous avez tourné beaucoup de films aussi. Non, la chasse aux éléphants, j'avais l'intention de tourner un couple d'éléphants en train de couiter, puisque c'est encore un de ces sujets classiques sur lequel les opinions sont très divergentes. Personne n'a jamais vu des éléphants coiter. D'où la légende qui s'est établie que l'éléphant et l'éléphante étaient des animaux très vertueux. Mais je n'ai pas réussi à tourner, enregistrer le coït de l'éléphant. Par contre, j'ai possédé très longtemps une photo de coït d'éléphant qui m'avait été donnée par Wilhelm Hagenbeck. Wilhelm Hagenbeck, un des frères des fameux Hagenbeck, marchands d'animaux sauvages à Hambourg, qui étaient des grands spécialistes qui fournissaient d'animaux sauvages extravagants les jardins zoologiques du monde entier. Vous avez tourné des chasses aux tigres aussi? Non, jamais. Jamais de chasse aux tigres, non. J'ai jamais tourné de chasse parce que j'ai horreur de la chasse. J'allais tourner des animaux chez eux. Mes débuts au cinéma, avant la guerre de 14, quand j'étais opérateur, j'avais fait une série de courts documentaires qui s'appelaient La nature chez elle. Et alors je surprenais les oiseaux au nid et des choses comme ça. Oui. Mais je ne les chassais pas. Mais vous avez chassé le tigre pourtant en Amazone. Je n'ai jamais chassé le tigre. Vous le racontez dans Histoire. Je raconte qu'on m'avait préparé un affût et je suis allé à l'affût pour faire plaisir aux gens qui s'étaient donné le mal de m'installer un affût. Mais je n'ai pas tiré le tigre car, primo, il n'y a pas de tigre. Long, c'est une espèce de panthère brésilienne. Un joli morceau d'ailleurs. Eh bien, quand je l'ai vu, je ne l'ai pas tiré. Oui, alors qu'elle était en plein dans ma ligne de mire, pourquoi j'aurais tué un beau léopard pour en faire une descente de lit? Oui, bien sûr. Bah, non. Et vous avez raconté qu'à ce propos, enfin, vous racontez que lorsque vous étiez à l'affût, vous avez eu la plus grande frayeur de votre vie. Oui, je croyais qu'un serpent me montait le long des jambes. C'était une toute petite grenouille magnifique et jolie qui avait sauté sur mon soulier, qui m'a fait très peur. Oui. Très, très peur. Alors, Martial Sinda, par rapport à ce que nous venons d'entendre, qui date de 1950, les entretiens de Blaise Cendrars avec Michel Manol, il y aurait beaucoup à dire, mais par-delà les délicieuses impostures de Cendrars, on entend dans ces documents comment l'Afrique peut être à la fois supplément d'exotisme, boîte à fantasmes et réservoir de rêves et de délires. Et ça, beaucoup d'hommes blancs ont pratiqué allègrement ce chaudron-là, non? Oui, c'est vrai, mais j'aimais beaucoup M. Cendrars. Et alors, je lui dois quoi? L'anthologie nègre, et puis les contes pour les enfants. Moi, je pense qu'à l'époque où Lévi Brûle parlait de la mentalité prélogique en Sorbonne, eh bien, il jouait l'exotisme depuis Paris, mais il a fait au moins connaître l'Afrique aux Blancs, son art, avec les Apollinaires, avec les Léger, avec les Picasso. Et à l'époque, évidemment, en 1920, c'était Montparnasse qui comptait. Et je pense qu'après chaque guerre, la France choisit un lieu où on s'en va se rencontrer. Ce fut en 1920, d'après ce que me racontait Maran, et Montparnasse, les Henri Muller, beaucoup de monde. Et puis beaucoup plus tard, quand je suis venu, bon, bien sûr, parce que j'avais un cousin qui était au 28 rue Dragon à Saint-Germain-des-Prés, c'est le surréalisme avec Jean-Paul Sartre. Et alors, c'est l'ambiance à Saint-Germain-des-Prés. Je pense que chaque guerre, il y aura peut-être une troisième guerre, ce que je ne souhaite pas, et on choisirait peut-être Montmartre, je ne sais pas. Mais l'exotisme, c'est vrai ce que vous m'aviez dit, mais pour Cendrars, on avait du plaisir à l'écouter. Il était intarissable. Alors me disait-il, il faut venir, c'est le jeudi, à 17h.
Si vous avez le temps, vous venez. Je partais, me recevez. J'étais derrière le grand, que ce soit, oui, là je viens encore d'oublier le nom d'un grand philosophe, Gaston Bachelard. Lui aussi, c'était le jeudi à 17h. En revanche, René Maran, c'est les salons tous les vendredis à 17h. C'était du punch, les administrateurs des colonies et beaucoup de choses. Alors j'aimais bien cette ambiance-là. Alors, et puis ce film qu'il a tourné, je ne sais pas. Moi, il ne m'a jamais parlé de l'Afrique. Et il m'a dit qu'il était parti en Amérique. Ça lui coûtait seulement 35 francs à l'époque. Moi, je ne pouvais pas demander. J'avais trop de respect, mais très poli. Et un homme exubérant. Et je le voyais. Et j'ai vu un peu ces gens-là, que ce soit Jean Berger et lui, le François Mauriac. J'étais toujours derrière les vieux. Et ça m'a intéressé. Ça m'a laissé un bon souvenir de ce vieux Paris. Je pense que mon fils suivra tout ça plus tard. C'était Jeux d'archives, une émission d'Antoine Perrault avec Martial Sinda. Un grand merci à Thierry Beauchamp. Document INA, Françoise Mahati. Prise de son, Jean-Richard Dufour. Réalisation, Franck Lilin.